Quand j'ai rejoint la mission Rosetta, il y a 15 ans, je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Nous sommes allés sur cette comète pour trouver les réponses à des questions fondamentales, pour confirmer ou complètement remettre en cause les théories existantes sur la naissance du système solaire. Elle restera comme l'une des missions les plus audacieuses et remarquables de l'histoire spatiale. L'émotion la plus forte pour moi, c'était la sortie de l'hibernation. C'était le 20 janvier 2014. Le 20 janvier 2014, au centre de contrôle de Darmstadt en Allemagne, l'équipe d'Andrea Comazzo attend le réveil de Rosetta, la sonde spatiale qu'il pilote depuis 10 ans. À 700 millions de kilomètres du Soleil, l'énergie fournie par ces panneaux solaires est devenue insuffisante. Depuis 32 mois, Rosetta a été placée en hibernation. Il y a 6 heures, l'ordinateur de bord a dû réveiller ses instruments et orienter son antenne vers la Terre. Au même moment, en Californie et en Australie, 2 antennes terrestres ultrasensibles pointent dans la direction supposée de Rosetta pour capter son signal. Le signal doit apparaître sur cet écran. C'est un analyseur de spectre qui mesure du bruit, donc on voit actuellement beaucoup de bruit et lorsque le signal arrivera, on verra une grande ligne verticale. Les centaines de chercheurs impliqués dans le projet Rosetta sont venus assister à l'une des phases les plus critiques de la mission qu'ils ont imaginée il y a 20 ans. L'objectif, c'est approcher une comète à quelques kilomètres d'altitude, l'accompagner pendant plusieurs mois et lâcher un atterrisseur, Philae, à sa surface. Les scientifiques espèrent décrypter la matière d'une comète pour comprendre comment les molécules du système solaire se sont modelées jusqu'à engendrer la vie. Mais alors que le signal de Rosetta aurait dû apparaître sur les écrans il y a déjà 20 minutes, toutes les ambitions se découvrent dépendantes du démarrage d'un ordinateur resté éteint pendant 3 ans dans le froid de l'espace. Jean-Pierre Bibring est l'une des figures charismatiques de la mission Rosetta. Présent dès son origine, il a dirigé la conception de l'atterrisseur Philae, le robot qui devra se poser sur la comète. Toutes les missions spatiales, quelque part, portent toujours une très grande part de risque, parce qu'une bonne mission, c'est une mission qui va essayer de coupler l'ambition scientifique aux défis technologiques. Donc à chaque fois, on est un peu à la limite de ce que l'on sait faire. Par exemple, si le réveil ne fonctionne pas, on ne peut rien faire. Le contact avec la sonde est rétabli. Mais pour Andrea Comazzo, le pilote, les opérations les plus délicates s'annoncent. Repérer la comète 67P, un objet de quelques kilomètres de long qui se trouve au-delà de Jupiter, et diriger la sonde Rosetta vers elle. Tout ce que l'on fait avec Rosetta, c'est d'essayer de comprendre la spécificité de ce qui a permis, au moins sur Terre, à la vie d'émerger, pour essayer de comprendre si c'est très générique et si ce genre de processus est suffisamment générique pour pouvoir avoir pris place ailleurs dans le système solaire, voire ailleurs dans notre environnement galactique.
Donc ce type de recherche se met dans le prolongement de quelque chose qui prend des racines très profondément dans le questionnement de l'humanité. On sait aujourd'hui qu'au moment de la formation du système solaire, une matière originelle s'est transformée sous la chaleur du Soleil. Mais certains agrégats, préservés dans des régions lointaines et froides, seraient restés congelés comme les archives d'une matière primitive. Cette matière gravite aujourd'hui sur des orbites très lointaines, encore inaccessibles, au-delà de Pluton. Mais il arrive qu'un de ces débris soit accidentellement happé à l'intérieur du système solaire et commence à décrire des ellipses qui les rapprochent du Soleil et de la Terre. Lorsqu'il se rapproche du Soleil, suffisamment proche pour que la glace se sublime, alors il s'entoure de cette énorme chevelure qui fait des millions de kilomètres, alors que le noyau lui-même fait quelques kilomètres. Et il perd à ce moment-là plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de sa surface. Ça paraît pas beaucoup, mais sur un objet qui fait quelques kilomètres, ça veut dire qu'il va faire une centaine d'orbites comme ça et c'est fini. On appelle ces objets faits de glace et de matière primitive les comètes. Comme ici, Ison, filmé par l'Observatoire spatial SOHO. Quand vous voyez une comète, pour la comète, c'est son champ du signe. C'est-à-dire que la comète est en train de disparaître. L'intérêt scientifique pour les comètes a été relancé à la fin du XXe siècle par les premières images obtenues de leur noyau. Leur noirceur pourrait découler de la présence de molécules à base de carbone sous une forme beaucoup plus évoluée qu'on ne le pensait. Peut-être même des acides aminés, ces molécules qui composent tous les êtres vivants. La preuve de leur présence dans les comètes remettrait en cause les scénarios établis sur l'émergence de la vie. En 1993, l'Agence spatiale européenne lance une mission d'exploration de comètes particulièrement ambitieuse, son nom, Rosetta. Le 30 juillet 2005, Rosetta se posera sur le noyau de la comète. Toute cette première partie a été... Rosetta, c'est la mission qui est dotée des instruments et du laboratoire capables sur place d'analyser ce que c'est qu'une comète. On voudrait savoir de quoi est fait le matériau de départ à partir duquel, vraisemblablement, ensemencé dans les océans terrestres, la vie a pu émerger. Des centaines de scientifiques et d'ingénieurs conçoivent un laboratoire spatial automatisé capable de disséquer la matière d'une comète. Sur l'orbiteur, Rosetta, un analyseur de particules qui doit capturer de la poussière de comète et analyser sa composition. Un spectromètre dédié à l'analyse des gaz. Des caméras haute définition pour comprendre la topographie du terrain et préparer l'atterrissage. Sur l'atterrisseur, Philae, 7 caméras qui devront effectuer le premier panoramique jamais réalisé sur une comète. Un radar destiné à déterminer sa composition interne et l'instrument COSAC qui devra forer la surface et faire chauffer la matière récupérée dans des fours miniatures. Au total, 22 outils d'analyse équipent la sonde. Après 10 années de conception, Rosetta, le laboratoire spatial le plus complet jamais imaginé pour comprendre les origines de la vie, s'apprête à explorer une comète. Destination 67P, découverte en 1969 par Churyumov et Gerasimenko. En 2004, Rosetta est placée sous la coiffe d'Ariane 5. Au même moment, à Darmstadt, Andrea Accomazzo, alors âgée de 34 ans, s'apprête à prendre les commandes de la sonde. À toutes les Léo, prêt pour le décompte final. 3, 2, 1, stop.
2 heures et 13 minutes après le décollage, selon l'expression consacrée, tous les paramètres à bord sont nominaux. La mission d'Ariane Espace est accomplie. Celle d'Andrea Comazzo commence. Elle durera 12 ans. Si on place sur ce dessin le Soleil ici au centre du système solaire, eh bien l'orbite de la comète autour du Soleil ressemble à ça, relativement large. Ça, c'est la comète qui tourne autour du Soleil. Si je prends l'orbite de la Terre, qui est notre point de départ, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc vous voyez, l'orbite de la comète est beaucoup plus grande que celle de la Terre. Ce que le lanceur Ariane 5 a pu nous donner au départ, c'est quelque chose de légèrement différent de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc on est encore très loin de l'orbite de la comète. Pour que Rosetta puisse atteindre cette orbite, on utilise une technique connue dans les vols interplanétaires qu'on appelle l'assistance gravitationnelle. L'assistance gravitationnelle consiste à placer la sonde dans le champ de gravité d'une planète pour profiter de son mouvement autour du Soleil et lui donner davantage d'énergie. Car ni l'élan donné par Ariane, ni les propulseurs intégrés à la sonde, qui ne servent qu'à ajuster sa trajectoire, ne lui permettent d'atteindre l'orbite de la comète 67P. Donc, on utilise l'énergie des planètes qui tournent autour du Soleil pour envoyer Rosetta de plus en plus loin. C'est comme une chaîne qui attrape Rosetta et la lance plus loin. 3 ans après son décollage, Rosetta plonge vers Mars pour subir une nouvelle accélération. Lorsqu'elle est passée tout près de Mars, on a mis sous tension nos caméras et on a fait une image que j'aime beaucoup, où on voit Mars au fond, la sonde en premier plan, avec son grand panneau solaire. Et Rosetta qui passe devant, qui voit ça, qui fait une image et qui ensuite va vers le noyau cométaire. Bon, il y a quelque chose de très émouvant aussi là-dedans. Rosetta s'éloigne de Mars selon une trajectoire prévue pour plonger vers la Terre en novembre 2007, puis une dernière fois en février 2009. 5 ans après son départ, Rosetta s'enfonce dans le système solaire pour rejoindre la comète au plus lointain de son ellipse avant qu'elle ne s'entoure de sa chevelure de poussière. Le 8 juin 2011, les systèmes de la sonde, trop éloignés du Soleil pour fonctionner, sont éteints. Plus aucune communication n'aura lieu avec la Terre pendant 32 mois. À l'université de Berne, en Suisse, ingénieurs, chercheurs et ouvriers conçoivent les outils d'analyse d'une prochaine mission spatiale. C'est ici que Catherine Altfeck a dirigé la conception du spectromètre de masse qui équipe la sonde Rosetta. Un travail débuté il y a 20 ans. On a commencé en 1996 et tout a été livré en 2002. Mais on avait encore un long voyage devant nous et nous ne savions pas si la machine fonctionnerait encore 10 ans plus tard. What you see here is the Rosina-Artov sensor. It's a mass spectrometer to analyze the chemical composition of the volatile material. On a fait beaucoup de tests sur l'instrument jumeau avec toutes les substances que nous pensons trouver sur la comète. Ça nous a bien occupés ces 10 dernières années. À l'Institut Max Planck de Göttingen, en Allemagne, Fred Gussmann est le responsable de l'outil COSAC, l'instrument posé sur Philae qui devra forer le sol de la comète.
Une mission de ce genre, c'est le travail d'une vie. On construit l'instrument pendant 5 ans, la sonde voyage 10 ans, puis en 2 heures à peine, on découvre si les 15 dernières années n'ont servi à rien ou si c'est une réussite. Donc il est tout à fait possible qu'après 15 ans, on constate, bon, ben voilà, ça ne marche pas, on n'a rien. Das ist 200 Milliamps, 1 Volt. Das ist ein Fünftel Watt. Ja, es geht. Fred Gussman a lui-même conçu ces fours miniatures destinés à chauffer les échantillons de comètes pour en déterminer la composition. Si on pouvait constater que sur la comète, il y a des molécules qui se mettraient à germer si elles tombaient au bon endroit, un endroit où il fait chaud, où il y a de l'eau, où il y a une atmosphère, ce serait grandiose, non? On sait assez précisément où se trouve Rosetta, mais on sait beaucoup moins bien où se trouve la comète. Depuis le réveil de Rosetta, Andrea Comazzo peut à nouveau interagir avec la sonde. Mais à ce stade de la mission, la position de la comète, déduite d'observations terrestres, est trop imprécise pour espérer la survoler. On veut amener Rosetta à seulement quelques kilomètres de la comète, mais pour l'instant, on a une incertitude sur sa position de l'ordre de 10 000 kilomètres. C'est clair que ça ne peut pas marcher. La seule solution, c'est de photographier la comète depuis Rosetta, pendant la phase d'approche. La navigation en mode visuel ne sera possible qu'à partir du moment où les caméras embarquées par Rosetta commenceront à percevoir la comète. Holger Sierks, responsable des 2 caméras haute résolution de Rosetta, recherche les premiers indices visuels de la comète. Le fond fixe des étoiles sert de repère dans l'espace. Ici, telle constellation, représentée sur une carte référence du ciel, est superposée à cette même constellation, photographiée depuis Rosetta. Tous les objets célestes s'ajustent. Et à l'emplacement supposé de la comète, Holger Sierks cherche un nouveau point lumineux, la trace de 67P. Et puis un jour, les spéculations deviennent certitudes. 3 images prises à 24 heures d'intervalle tournent en boucle. Ce point, au centre, qui se déplace, c'est la première preuve tangible que 67P est en ligne de mire. L'objectif des directeurs de vol, ne plus lâcher ce point dans l'espace, se diriger droit sur lui. Le 12 mai 2014, l'équipe d'Andrea Comazzo calcule la dernière modification de trajectoire de Rosetta pour atteindre la comète. Une commande est envoyée pour activer ses propulseurs. Si les calculs sont exacts, les images envoyées par Rosetta au fil des jours devraient enfin dévoiler la forme de cet objet qui n'a jusqu'à présent jamais été pour les hommes qu'un point dans l'espace.
Chaque fois, quand on reçoit les premières images et qu'on s'aperçoit qu'on a dans le champ exactement ce qu'on avait prévu, bien sûr, quand on réfléchit d'un point de vue rationnel, les lois de la physique sont relativement bien établies. Donc, ce n'est pas un étonnement sur le fait que les lois de la gravité sont vérifiées. Mais c'est toujours pareil, on a beau y croire, quand on le voit, c'est encore mieux. Ces images inédites d'un noyau de comète, obtenues après un voyage de 10 ans, sont saluées partout dans le monde. Pourtant, la forme de 67P inquiète. Sa structure en angle droit et sa surface chaotique compromettent la phase la plus spectaculaire de la mission, la première tentative d'atterrissage sur une comète. Le 22 août 2014, une réunion est organisée à Toulouse, au CNES, pour tenter de trouver un site d'atterrissage. Les ingénieurs de vol et les scientifiques ont eu 15 jours depuis l'arrivée de Rosetta à destination pour se familiariser avec une comète jusqu'alors totalement inconnue. Il a fallu déterminer sa taille, 4 km de long, calculer son champ de gravité pour anticiper les trajectoires de chute de l'atterrisseur, étudier son mouvement de rotation et le temps d'ensoleillement de chaque zone, cartographier précisément le terrain pour évaluer le risque d'un retournement à l'atterrissage. Les premières confrontations de résultats sont claires. Aucun site ne remplit toutes les caractéristiques espérées. Les compromis qui s'imposent accentuent des opinions divergentes, particulièrement entre les ingénieurs de vol et les responsables scientifiques. The flat area of B is more or less the same size of the total areas of the other landing sites where you have mountains and everything. That's why B is good, because it's much bigger than the others. We told you, for all the reasons that has been said here, that B is not ranked in the top 2. The mission is not only to land, it's to make a science on where we land. The only reason to select a site is your judgment and capability to land on a given area. Of course, it's one of the parameters. The other have to be taken into consideration. That's why we are 70 people in the room and not only flight dynamics in the rooms. Pour les responsables des outils scientifiques, le site choisi doit être propice aux expériences qu'ils ont conçues 20 années plus tôt. Pour les ingénieurs de vol, il s'agit avant tout d'optimiser les chances de réussite de l'atterrissage, sans lequel aucune expérience ne sera possible. When we got to this comet, within 2 weeks, we are the only ones that are able to project a shape model that is sensible. We are the only ones that are able to make computations that make sense. In all these meetings, there is no single one that is able to project a picture with a scale next to the thing. You don't know whether it's 20 meters or 2 kilometers. Pendant la nuit, les trajectoires de descente vers chacun des sites pressentis sont affinées. Les équipes trouveront finalement un compromis avec le site J, situé sur le sommet de la comète, mais dont la surface plane est plus étroite que celle espérée par les directeurs de vol. L'équipe du CNES calcule d'abord le point d'où Philae doit être lâché pour atteindre sa cible. Cette forme très biscornue de la comète nous complique la tâche parce que du point de vue de la gravité, il n'y a pas une gravité constante comme sur une sphère. Donc on va avoir des trajectoires extrêmement compliquées, très tordues. La trajectoire de Philae dépendra uniquement de l'élan donné par Rosetta et de la gravité de la comète. Il sera largué d'une distance de 22 km, 2 fois l'altitude d'un avion de ligne, et tombera en chute libre pendant 7 heures sans rien pour le contrôler, alors que la comète tournera sur elle-même. C'est ensuite au tour d'Andrea Comazzo et Vicente Companis d'établir le plan de vol de Rosetta pour la mener au point de largage avec la bonne vitesse à l'instant T.
Mais la distance qui sépare le pilote de la sonde télécommandée complique sérieusement la tâche. La position de Rosetta n'est jamais connue en temps réel, et chaque commande envoyée met 28 minutes à lui parvenir. On estime qu'on a pas mal de chances d'atterrir dans un cercle de 500 mètres autour du point visé. Bien sûr, on espère faire mieux, mais il faut faire face à cette réalité. Si on touche un rocher, même de 2 ou 3 mètres, il n'y a rien qu'on puisse faire. Dans 12 heures, Philae doit se séparer de Rosetta, le point d'orgue d'une mission lancée un quart de siècle plus tôt. La première tentative d'atterrissage sur une comète suscite un intérêt médiatique exceptionnel. Au centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, 1500 journalistes venus du monde entier s'apprêtent à relater en direct le déroulé des opérations. Andrea Accomazzo s'isole de l'effervescence médiatique pour vivre les 24 heures les plus intenses de sa carrière. Dans la nuit, l'ordre de largage a été confirmé. À 9h35, Philae est éjecté. Désormais, le rôle de Rosetta consiste à maintenir la communication entre Philae et la Terre. Dans la salle de contrôle, Andrea Accomazzo attend que les données confirmant le largage parcourent les 28 minutes-lumière qui le séparent de la sonde. C'est le point de non-retour. Plus aucune intervention n'est possible avant l'atterrissage. We'll land in 6 hours. Yes, we'll go together. Dans les salles de réception de l'ESA, on s'échange les informations qui filtrent. L'image de Philae, photographiée par Rosetta 2 heures après le largage, montre que ses 3 pieds et son antenne se sont correctement déployés. Mais une première mauvaise nouvelle est relayée. The radio works. There's one little negative thing, which is that the thruster doesn't work, but you might... Le système de rétrofusée, qui doit plaquer Philae sur le sol de la comète au moment de l'impact, ne fonctionne pas. Pour s'ancrer à sa surface, Philae ne peut plus compter que sur ses 2 harpons, qui doivent se déclencher automatiquement au contact du sol. À 17h, les yeux sont rivés sur les écrans où s'affiche le visage du directeur de vol, Andrea Accomazzo. On attend l'expression de sa joie pour saluer une première historique. À 17h03, à l'heure exacte calculée par l'équipe de vol, les signaux télémétriques annoncent que Philae a touché le sol de la comète. We are on the comet. This is a big step for human civilization. Pourtant, un problème majeur perturbe le programme. Deux minutes après que sa joie a déclenché la liesse de millions de personnes, Andrea Accomazzo est alarmé par de nouvelles informations. It's the redundant one. The nominal one is 138. Nominal is 1385.
Okay, this one is not going down though. The lander, the elevation did not go down. It's the same resolution as... It's probably due to the 4 minutes pulling. Das ist ein Tag der Begeisterung, des Glücks und der Faszination. How exciting! How unbelievable! Les mesures d'illumination des panneaux solaires de Philae indiquent qu'il ne s'est pas stabilisé. Dans la salle de presse de l'ESA, 2 heures après l'impact, on attend toujours l'image promise, le pied d'un laboratoire posé sur une comète. Mais la preuve tangible du premier atterrissage cométaire ne vient pas. Pendant ce temps, les images qui arrivent sur Terre permettent peu à peu de reconstituer le fil des événements. Après une chute de 7 heures, Philae a touché le sol de la comète à moins de 100 mètres du point visé. Les calculs des équipes de vol se sont avérés parfaits. L'impact au sol, visible sur ces images prises par Rosetta, en atteste. Mais les harpons de Philae ne se sont pas déclenchés. Il a rebondi. Cette image, prise 10 minutes après l'impact au sol, est la dernière sur laquelle Philae est visible. La suite de sa trajectoire est inconnue. Et à 19 h, Rosetta passe comme prévu de l'autre côté de la comète. Le contact avec Philae est interrompu. Il faudra attendre 7 heures, demain matin, lorsque Rosetta se lèvera sur l'horizon de la comète pour savoir si Philae s'est reposé ou s'il a disparu. Dans la salle de contrôle, après 10 ans de mission, on ne sait pas si on est l'auteur d'une première mondiale ou si l'aventure est terminée. Optimism krass. Ja. Stefan, du warst sowas von down heute Morgen. Quand je suis arrivé ce matin, à 7 h, on était seuls, pas de pression, personne d'autre, et j'ai vu le signal de l'atterrisseur surgir exactement à l'heure attendue. L'atterrisseur était en vie, la machine était sur la comète, elle avait survécu toute seule pendant plus de 10 heures. L'émotion que j'ai ressentie était tellement profonde, vous ne pouvez pas imaginer. Le 13 novembre 2014, à 8 h 30, les images envoyées par Philae parviennent enfin sur Terre. Ici, à gauche, un de ces 3 pieds posé contre cette roche noire, cette matière primitive, témoin de nos origines. 탐사선 로제타와 필레. Pour la première fois, un engin humain a touché le sol d'une comète. La mission spatiale européenne est saluée partout dans le monde, comme un exploit sans précédent depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. Pendant les 60 heures d'autonomie que lui délivraient ses batteries, Philae a pu accomplir les 2/3 du programme scientifique espéré. Avant, j'avais 6 spectres de masse. Maintenant, j'en ai 420. Le fameux acide aminé dont tout le monde rêve, je ne sais pas encore si on en a. C'est un peu délicat. Mais c'est vrai que ce serait formidable pour la recherche. Après avoir fourni aux scientifiques de quoi nourrir des années de recherche, Philae s'endort dans un coin inconnu
de la comète 67P. C'est au tour de Rosetta de poursuivre les explorations. Deux ans de mesures sont prévus autour d'une comète qui s'approche du Soleil. Les caméras accrochées à la sonde télécommandée révèlent les détails d'un territoire nouveau. La comète est un objet noir, plus sombre que du charbon, probablement gorgé de ces molécules carbonées que les chercheurs sont venus trouver. Les surfaces sablonneuses proviendraient d'une matière effritée lors des précédents passages près du Soleil, qui serait retombée en pluie. Lorsqu'on s'aventure dans le cou de la comète, on découvre une terrasse de 500 mètres de long qui surplombe les surfaces les plus chaotiques, celles qui passionnent les scientifiques. Ce plateau serait un endroit génial où s'asseoir, les jambes au-dessus du vide. Sur la droite, il y a la falaise Hathor. C'est la pente la plus raide que nous ayons vue. 8 ou 900 mètres de haut, très abrupte, avec des structures linéaires que nous ne comprenons pas encore. Mais c'est en contrebas de la terrasse que va se révéler l'une des structures les plus fascinantes de la comète. Un trou circulaire de 200 mètres de diamètre et de profondeur, plongé dans le noir. Une série de survols est commandée pour explorer l'intérieur de ces puits mystérieux. Avant, on avait le puits sur 1/10 de notre capteur. Et maintenant, on l'a grand comme ça dans notre caméra, avec une très bonne résolution. Au début, je me suis dit, mince, c'est dans l'ombre. Mais en fait, on a pu en tirer quelque chose. Et on voit les structures apparaître. Quand on zoome très fort sur cette image, on voit des structures très régulières sur les parois du puits. Ça nous a incité à penser qu'on était face à une fenêtre sur l'intérieur de la comète, qui nous permettrait de voir la matière originelle. Ces blocs de 3 ou 4 mètres de diamètre pourraient être les éléments les plus primitifs de la comète, qui se seraient agrégés par millions pour la former. Quelques jours plus tard, les caméras d'Holger Sierks vont cristalliser ce phénomène qui fait depuis toujours la fascination des hommes pour les comètes. Un jet de matière bref et puissant. Pour la première fois, des images révèlent que la chevelure de la comète prend racine précisément dans ces puits mystérieux, au cœur de son noyau. La matière se sublime sous la chaleur du soleil, et les jets s'éteignent lorsque les puits rebasculent dans la nuit. À proximité d'une comète en plein dégazage, les instruments embarqués par Rosetta récupèrent et analysent cette matière primitive dès qu'elle s'en échappe. Sur Terre, au fil des mois, les chercheurs reçoivent une multitude de données totalement inédites. La signature est très claire, incontestable. On a la molécule mère et on a également les molécules précurseurs. Il ne peut s'agir de rien d'autre que d'acides aminés. L'instrument de Catherine Altfeck a détecté dans la chevelure de la comète de la glycine, un de ces fameux acides aminés présents chez tous les êtres vivants.
Mais surtout, la trace enfin prouvée de molécules organiques complexes dans les comètes s'intègre dans une série de découvertes majeures que Catherine Altfeck est sur le point de révéler. Lors du colloque de Göttingen, qui regroupe tous les scientifiques de la mission, les résultats attendus de Catherine Altfeck sont déjà au cœur des débats. L'effervescence reflète la foison de découvertes, celle qui précède les grands mouvements de pensée scientifique. Okay, I talk about the Rosina Zoo here, about some nice animals we have found on the comet. Devant tous ses confrères, Catherine Altfeck dresse l'inventaire de toutes les substances trouvées par son instrument. Ammoniac, cyanure d'hydrogène, phosphore, dioxygène, benzène. And finally, we have the king of animals, of course, the lion, and that's the glycine. Most of these molecules we have not expected, so we didn't calculate. Surtout, d'après les analyses de Catherine Altfeck, toutes ces molécules, y compris l'eau et les acides aminés, se seraient formées avant même la naissance du système solaire et seraient donc beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. What is your current understanding concerning the early days of the solar system? So the moment all these wonderful animals have met and built. I don't think they formed on the comet. They formed before. There is no chemistry on the comet. It's too cold. Some people will oppose that, but that's my conclusion, yes. Katrin, but we have no indication by the star-forming process where they come from. Give me some time. Don't expect this to be a fast process. Le scénario précis de la formation de cette matière est encore discuté. Mais les résultats de tous les instruments embarqués par Rosetta et Philae convergent vers une même idée. Ces fameuses molécules organiques qu'on pensait être un préalable exceptionnel à la vie peuvent se former communément dans l'espace. À travers ces recherches, on se demande d'où venons-nous, d'où vient le système solaire, d'où vient l'humanité. Ça relativise un peu l'importance de l'être humain. Nous ne sommes pas si importants. Et c'est très bien comme ça. Parmi tous les scénarios qui expliqueraient l'émergence de la vie, ces recherches étayent l'hypothèse que les comètes auraient pu préserver, pendant des milliards d'années, des molécules propices à la vie, avant de les disperser dans une multitude d'environnements différents. Se pose alors de plus en plus concrètement une question ancestrale. La vie aurait-elle pu émerger ailleurs que sur Terre, dans d'autres milieux favorables ? On est bien sûr à la recherche de ce qui est générique et de spécifique là-dedans. Il y a du générique, il y a du spécifique. Ce qui ne veut pas dire que le vivant ne peut pas exister ailleurs, mais ça peut être un autre vivant avec 4 autres bases que les 4 que l'on a dans notre ADN, d'autres protéines, etc. Et ça modifie assez fondamentalement l'idée que l'on se fait de ce qu'est le vivant. À l'été 2016, à Londres, scientifiques et ingénieurs de vol préparent un final à la hauteur d'une mission historique. Rosetta sera projetée sur le sol de la comète, aux côtés de Philae, dans un dernier plongeon fatal. Lors de la dernière phase de la descente, seuls 2 instruments seront actifs, le spectromètre de Catherine Altfeck et les caméras d'Holger Sierks. Pour lui, la dernière descente est l'occasion d'un défi pour la postérité, photographier Philae posé sur la comète. Quelques jours avant l'impact au sol,
Andrea Accomazzo et son adjoint Sylvain Laudio programment un survol au-dessus de la zone où Philae pourrait se trouver. Une série d'images parvient sur Terre le lendemain. C'est la collaboratrice d'Holger Sierks, Cecilia Tubiana, qui la découvre la première. J'étais à la maison, c'était un dimanche soir. D'abord, j'ai pensé qu'on l'avait raté, parce que les rochers qui devaient être sur le côté de l'image étaient au centre, et donc on avait des pointés. Mais j'ai augmenté la luminosité pour voir dans les ombres, et j'ai vu une ligne verticale. Ça avait l'air artificiel. Where is it? In the secondary archive. Go before, go the 18th. It's there. The 18th. Okay, I can open this one here. Nice. No, not so nice. You don't want to see that. Wow. This is cool. Yeah. Also very regular pattern. So. The lander is just 30 pixels from the edge of the frame. L'atterrisseur est à peine à 30 pixels du bord de l'image. On l'a eu, mais surtout, c'est tellement net. Il n'y a aucun doute que c'est bien l'atterrisseur. There was no doubt that that was the lander. À l'extrême droite de cette image, quasiment hors champ, Philae est là, à l'endroit où il avait fini sa course 2 ans plus tôt. L'énigme de sa position est enfin élucidée. Après ce cliché historique, le 30 septembre 2016, toutes les équipes de la mission se réunissent une dernière fois à Darmstadt pour l'épilogue de la mission Rosetta. Verfolgen wir unsere Datenrate auf einem extra, also in Realtime auf einem extra Plot. Also du unterstehst dich, so viel Daten zu machen. Ja, dann kriegst du es nachher mit mir zu tun. Wenn das der letzte Fight ist, den wir haben. Ja, das Il y a quelques années, nous avions éteint Rosetta, mais nous savions qu'elle allait se rallumer. Le jour du réveil, on attendait désespérément son signal. Cette fois, nous le verrons disparaître et ce sera la fin de l'aventure spatiale. Mais cette mission, c'est beaucoup plus qu'une sonde spatiale. So how far are we behind? Sur le plan scientifique, ça reste intéressant. Mais d'un autre côté, je sais qu'il ne reste plus que 2 heures et 32 minutes. Et après, ce sera fini. This was the first image of the descent, taken at 16 kilometers with our narrow-angle camera. The first view now of the blue dot. We will land here, and we just learned from flight dynamics it's really there. On the briefing room, we just have had loss of signal at the expected time. And so this is the end of the Rosetta mission. Thank you and goodbye.
il satellite di papà non c'è più adesso. È atterrato, l'abbiamo messo a riposo. Adesso dormi? Adesso dorme. È andato a dormire sulla cometa. Ce que j'ai appris de cette aventure, c'est que si nous mettons toutes nos forces ensemble, nous pouvons faire des choses qu'on croyait impossibles au départ. Nous pouvons transformer les rêves en réalité. C'est ce qui me restera de cette mission.